Salut à vous, petits gros tentacules. Donc, KT 7e mer, c'est actuellement en pledge. Frédéric et Vincent des studios Agathe sont passés dans une longue interview de peu plus de 2 heures par Mathieu à Rollis TV, là, il y a quelques jours. C'est du coup très intéressant. Je vais essayer de pas faire une redite, surtout qu'en plus, j'ai des membres du studio qui passent semaine prochaine chez moi. Donc, plutôt que faire de la redite de ce que vous avez déjà vu ailleurs, on va essayer d'être extrêmement synthétique et de voir les 3 points qui, selon moi, sont cruciaux pour définir donc KT, 7e mer. Et puis voilà. Et puis en plus, pour une fois, ça me fera pas une vidéo qui dure des plombes. Alors, point numéro 1. Effectivement, KT 7e mer va avoir, comme tous les ouvrages de 7e mer, en fait, une zone géographique thématique. Là, on est dans l'Asie. Donc, on n'est pas dans l'Asie de notre monde, on est dans l'Asie du monde de 7e mer. Mais en fait, chaque pays qui est présent dans cette Asie imaginaire va être inspiré plus ou moins sur certains points c'est très précis, sur d'autres c'est vraiment c'est dans le fantasme aussi bien le nôtre, enfin dans notre culture occidentale quand on regarde l'Asie que certains imaginaires asiatiques. Et puis là où ça devient, enfin, je trouve, à mon sens, où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que, en fait, certes, on a comme d'habitude le Japon et la Chine, qu'on a dans à peu près tous les jeux asifiants, mais du coup, on n'a pas oublié que l'Asie, c'est pas que le Japon et la Chine, et on a par exemple aussi la Mongolie, enfin la Mongolie fantasmée imaginaire, qui c'est pas la Mongolie que ça s'appelle. Pareil pour la Corée, pareil pour l'Inde, enfin genre, des jeux de rôle sur de l'Inde fantastique imaginaire. Moi, je connais que des Vasta. Ah, c'est quoi ça? Et du coup, là, t'as toute l'Asie qui est réimaginée à la sauce 7e mer. Donc, c'est tout con. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement agréable pour une fois d'avoir un jeu asifiant qui se veut sur une globalité de l'Asie. Même si, effectivement, je le répète, c'est pas notre Asie qui est mis en mode fantastique. On est vraiment sur une réinterprétation, enfin, comme c'est la base de 7e mer, du côté fantastique de nos cultures réelles transposées dans un monde imaginaire et puis du coup détaché de l'historicité réelle. Ce qui permet aussi du coup de pas être bloqué par le côté un jeu exotique ou un jeu historique. Là, tu peux pas faire de boulettes en fait. Voilà, tu peux pas faire d'incohérence historique. C'est pas sur c'est pas sur notre histoire. Donc moi, je trouve ça assez sympa, hein, ce côté essayer de prendre le goût mais se détacher des contraintes qui peuvent être des poids et des difficultés ludiques. Enfin, je trouve que c'est un parti pris qui a son sens et qui apporte son lot de possibilités. Je renie pas que j'aime bien des jeux historiques ou des jeux plus enracinés sur notre monde, mais c'est un parti pris qui s'étale sur tout 7e mer et qui donne du goût. Du coup, 7e mer KT, je trouve, est une grande réussite. Et il y a la version fantasmée aussi de l'Afrique, hein, Ifrit, qui était vraiment très très bon. Et là, on est aussi sur du très très bon. L'Amérique latine avait été très sympa aussi. Enfin, je ne m'étale pas. On est sur du très très bon travail. À la différence des autres suppléments. Allez, je respecte déjà plus mon plan, mais pourquoi je prends des notes quoi, pour rien oublier. Donc, gna gna. On focus, Benoît. On finit le côté background. Donc, après, c'est du background à la 7e mer. C'est-à-dire, effectivement, c'est un grand survol complet, mais sans jamais être très approfondi. C'est un peu comme des cours de prépa. C'est-à-dire, c'est de donner un bon vernis bien épais sur l'ensemble des sujets majeurs de cette Asie imaginaire, mais on n'est pas dans des gros trucs avec de la profondeur. Par exemple, j'ai un pote qui déteste toute la gamme 7e mer, alors que bon, généralement, mes potes, ils sont plutôt, ils ont plutôt accroché sur 7e mer. Mais lui, c'est un fan d'Agon, c'est un fan de Nephilim, c'est un fan de Dark Earth. Et c'est le truc qui le gonfle dans 7e mer. En fait, quand il a fini, il avait l'impression d'avoir un peu de tout, mais rien en gros, en profondeur. Voilà, 7e mer, quelque part, va être l'inverse d'Argyropé ou de l'élite. C'est-à-dire ces bouquins qui vont être excessivement concentrés sur un point et qui vont être, en l'occurrence sur des villes, hein, et qui vont vous les exploiter à fond. Là, au contraire, on a un continent, c'est quand même grand, avec plusieurs nations,
plusieurs cultures. Et du coup, bah forcément, en fait, à chaque fois, tu as tous les points principaux de chaque nation et chaque culture qui va être abordé. Mais, et puis, 7e ère, donc forcément, on a les factions secrètes, les sociétés secrètes. Enfin, donc du coup, oui, effectivement, à 2-3, ça a ce goût-là de 7e ère, de réussir à la fois être global, de parler un petit peu d'un peu de tout, mais il n'y a pas, voilà, y a pas 50 pages consacrées à un sujet sur un truc. Voilà. C'est à la fois son avantage, sa force, en fait, c'est sa forme, c'est une spécificité de forme de cette gamme, et en l'occurrence, bah, là, on le sent, j'oserais dire, comme d'hab. L'intérêt étant, c'est qu'on a une variation sur beaucoup en fait d'imaginaires qui ont comme source notre Asie réelle. Voilà, voilà. Ensuite, l'autre point qui est à la fois un point fort et un point faible, ça va dépendre de votre positionnement, de ce que vous attendez. C'est à la fois le dernier supplément en date, il en reste encore 2 de la gamme à sortir pour 7e ère, de ce qui avait été pledgé. Mais par contre, ça va être c'est la première nouvelle porte d'entrée. Donc là, d'habitude, un supplément 7e ère, bah, c'est juste un supplément 7e ère. Là, c'est aussi un nouveau livre de base. Donc c'est le supplément sur le KT, slash donc l'Asie fantastique imaginaire pas du tout réel. Mais c'est aussi un nouveau livre de base. Donc effectivement, tu as une redite de toutes les règles, parce que quand je dis c'est livre de base, c'est ça, hein, tu as tout. C'est-à-dire si tu commences 7e ère par KT, et bah t'as assez. Voilà, tu n'es absolument pas obligé d'avoir le livre de base de 7e ère ou c'est un nouveau point d'entrée dans la gamme. Voilà, donc on a le point d'entrée européen, on a le point d'entrée Asie. Voilà, KT. Je vais essayer de respecter un peu les noms. Donc c'est à la fois la force et la faiblesse parce que bon bah ceux qui ont déjà les règles d'origine auront peut-être l'impression un peu de redite. Faut savoir qu'il y a eu un gros travail quand même pour redonner un goût spécifique au KT, par exemple, ce qui va tout de suite vous sauter aux yeux, les noms des caracs, ça a changé. On n'est plus sur des descriptions de caracs qui sont plus dans des trucs traditionnels, mentaux et physiques, voilà, comme on a l'habitude en fait dans des jeux à tendance occidentale, pour pas dire les vieux trucs qu'on a hérité de DD. Mais on va avoir en fait des positionnements spirituels et moraux sur la relation de ton personnage au monde. T'as du genre harmonie qui vont remplacer les cargons. Après, en fait, ça marche pareil. Mais voilà, c'est pas, c'est un autre goût d'approche. Il y a 2-3 petits nouvelles compétences. Il y a des nouveaux, voilà, il y a des petits trucs nouveaux. Il y a des goûts, il y a des trucs qui sont en fait transformés et que tu peux te dire ah c'est nouveau, qu'en fait non, c'est pas du nouveau. C'est on avait déjà ça dans le livre de base, mais là c'était transformé et mis au goût en fait du KT. Donc en fait c'est nouveau en termes de règles et puis de comment ils sont écrits, et puis des noms et puis de ce qu'il y a derrière. Mais la mécanique en elle-même n'est pas nouvelle. Voilà. Alors qu'il y a des trucs qui sont mécaniquement nouveaux. L'intérêt aussi, c'est que bah, du coup, vu que c'est le nouveau livre de base qui a profité de moult années d'expérience, il y a des choses qui ont été lissées et qui sont mieux en fait maintenant, tout simplement, parce que c'est voilà, le travail a été remis sur l'ouvrage, ils ont profité de l'expérience qu'ils avaient de 7e ère, et des trucs qui étaient un petit peu, voilà, ce qui était le plus granuleux, qui accrochait un peu, bah là c'est lissé. Après ça reste 7e ère dans son système, donc il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout. Le truc de fond en fait de 7e ère, au passage, c'est le même d'Imperium, hein, qui a eu d'ailleurs le même souci de réception, parce que c'est pas du tout dans l'intuitif habituel du rôliste. C'est Frédéric d'ailleurs qui en parle dans son interview sur Rollis CV qui l'explique très bien. Je vais le copier comme un méchant. D'habitude, dans un jeu de rôle classique, tu choisis une action et puis tu jettes des dés en fonction de tes caractères, machin, un truc bidule. Puis tu vois si tu réussis ou pas. Là, c'est l'inverse. 7e ère, mais comme Imperium 5. C'est-à-dire, en fait, en fonction voilà, de la carac, la compétence qui va être impliquée par la situation, tu jettes tes dés, tu vas avoir bah, en fait une nombre de réussites, et tes réussites vont te permettre en fait d'avoir des unités narratives de trucs que tu réussis automatiquement, que tu amènes dans le récit. Voilà, moi j'avoue que la première fois que j'avais lu ça, je fais what the fuck, c'est quoi cette drouille. La première fois que j'ai testé ça, j'étais pas, et puis maintenant je trouve ça génial. Mais j'ai mis du temps hein, à me convertir. Il y a, enfin bon, voilà, j'arrête de raconter ma vie, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est pas une mécanique qui est dans nos vieilles habitudes.
Après, il y a aussi de l'enjeu, au sens où, bah ouais, quand il y a 10 trucs à faire et que, voilà, vous êtes 5, il va falloir vous répartir en fonction de vos réussites. Tout simplement, sachant que, bon, bah, certains objectifs, va falloir avoir plusieurs réussites pour parvenir à les abattre l'adversité. Je sais pas si je suis très compréhensible. Ouais, attends, je me disais en moins de 5 minutes, je suis déjà à 10. Enfin voilà, c'est donc une ressortie des mécaniques de base de 7ème mer qui ont été retravaillées d'un point de vue mécanique de base pour que ça roule mieux avec les années d'expérience qu'a eu 7ème mer et qui a surtout été passé à la moulinette pour avoir un goût, une thématique et quelques nouveautés propres à l'esprit KT. Et si je dois focus justement une interconnexion entre le background et de la spécificité des règles et tout ça, qui en plus je trouve est la cerise sur le gâteau, je vais parler d'un truc tout con, mais la grande roue, c'est-à-dire le côté le cosmos t'as élu, le côté le champ du monde, à savoir que comme d'hab dans 7ème mer, on joue des héros dans des trucs très capés, épais. Bon, en l'occurrence, là, c'est plutôt du film Hong Kongo chinois, Tigre Dragon Co. Hein, c'est Tigre Dragon, c'est pas All Boy que tu vas jouer, mais c'est donc épique. On est des vrais gentils, on est des vrais scélérats, mais cette histoire de la grande roue et puis du champ du monde, on a une sacrée excuse pour que bah, les personnages soient tout le temps des héros, en fait, qui soient. Ce côté, on n'a pas le côté, on est dans une auberge et puis on va se faire engager. Il y a un côté, le destin t'appelle et t'as choisi pour être littéralement un héros, un résolveur de problèmes dans l'univers. Voilà, chaque personne du KT va être pris dans la grande roue cosmique et va sentir sa place dans le monde, ce qu'il doit faire. Et vos personnages, quelle que soit leur origine, en fait, vont sentir l'appel du monde qui leur dit vas-y, va régler des problèmes, voilà, va régler des problèmes. Et en fait, c'est littéralement le destin qui met bah, voilà, vos personnages sur la route de l'aventure. Donc il n'y a pas ce phénomène, enfin, je sais pas pourquoi je pense ça, mais je pense à la très vieille campagne avec la lune de Bloodlust, qui est très sympa, mais qui a très mal vieilli parce qu'elle a ce défaut du pas à sa réécriture, hein, mais la vieille. Oh tiens, on a encore tombé au bon endroit au bon moment. C'est la 7ème fois d'affilée. Ce qui fait que bon, maintenant quand tu relis la vieille campagne, il y a vraiment des trucs à travailler. Et puis, ouais, ça se fait plus d'écrire un truc comme ça. Une campagne où à chaque fois vous tombez, oh bah tiens, quel hasard, on tombe contre les méchants qu'on a déjà affrontés dans le dernier scénario. Le fil rouge, ouais, c'est les mêmes méchants et on est encore tombé dessus par hasard et par coup de chance. On va les arrêter. Qui est encore présent dans certains mauvais scénars d'Heroic Fantasy. Ben là, en fait, c'est tout con, mais t'as une excuse qui est liée au background. C'est du trans-religieux. Dans tout le KT, chaque culture a cette forme d'appréhension de ce côté horde cosmique et chacun respecte ce côté l'appel des gens à leur place dans l'univers. Et en plus, tu as des mécaniques de jeu qui. Tu as une petite carotte, voilà. Parce qu'après, ça. Comment dire, il y a 1, 2, 3. T'as ce gros blabla background qui va justifier que vous êtes des héros et que voilà, vous vous lancez à l'aventure, qui va se transformer en certains trucs mécaniques de jeu sur vos motivations et compagnie, l'appel du destin, machin, qui va se transformer aussi en sucette mécanique ludique quand t'as table et que tu jettes des dés, pour bah, quand tu suis bien ton destin, ton karma, l'appel de l'univers, voilà, ta chocolat, ta carotte, tandis que quand tu le suis pas bien, ça se passe moins bien. C'est plutôt les CRA qui ne suivent pas. D'ailleurs, quatrième point bonus, hein, mais j'ai particulièrement aimé il n'y en a pas des masses, mais quelques pages sur les CRA, parce que bon, forcément, tu as du conseil, du machin, du truc. Et les scélérats sont vraiment intéressants. Je les trouve plus subtils que dans le reste de l'univers 7ème mer. Et pour, bon, en gros, soit tu as un peu le héros qui a mal tourné, soit tu as le tyran. Bon, c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. En fait, tu as plusieurs motivations pour scélérats, tu as des tas de conseils pour les faire jouer, machin. Mais tu as certains, enfin en plus, en parallèle, hein, j'ai fait L5R, certaines motivations en fait de personnages de L5R qui sont classés dans les héros, dans 7ème mer, bah, ça va être classé dans les scélérats parce que bah, en fait c'est assez violent, c'est assez égoïste, ça, ça va contre l'intérêt commun et donc en fait bah, t'es pas un héros, hein, je veux dire. Quand tu utilises la violence pour parvenir à tes fins au détriment du bien commun, t'es pas un héros. Voilà, et ça en fait, bon, c'est un petit truc qui m'a bien fait sourire de lire
Voilà, les deux PDF en parallèle. Et sur le coup, je trouve 7ème ère plus raccord, même si du coup Rokugan, hein, tu peux jouer un anti-héros et du coup bon ça passe. Mais vu que dans 7ème ère tu joues vraiment des héros grand H qui sont là pour voilà, soit préserver, soit rétablir l'ordre cosmique que t'as le monde qui t'appelle, bon ça collait bien. Voilà, tout simplement. Ouais hop, je vais pas atteindre les 16 minutes. J'ai fait mes 3 points qui sont selon moi vraiment les points majeurs à bien avoir en tête quand on aborde KT. Cathy, il est très bien, puis on en parle beaucoup plus longuement avec les membres du studio Agathe qui viendront. Voilà. Mon rendez-vous, c'est mardi après-midi prochain. Donc ça risque de sortir mercredi de la semaine prochaine. Et puis voilà. Salut les gens, jouez bien.